discuter du commerce, des sciences et de la diplomatie. Aujourd'hui, cependant, les membres du Conseil Hill se tortillèrent nerveusement sur leur siège. Ils allèrent rencontrer les nouveaux venus. Les humains, l'ambassadeur Vérélique de Verlien, observaient l'écran avec une inquiétude croissante. Le vaisseau humain s'approcha de la station et il y avait manifestement un problème. Des flammes orangées vacillaient le long d'un côté de la coque. Des gaz atmosphériques s'échappaient de plusieurs pores. Le blindage extérieur du navire présentait des signes de dommages causés par une chaleur extrême. « Devrions-nous envoyer une équipe de sauvetage ?» demanda-t-on. Le conseiller municipal Tross, dont la peau bleue pâlit jusqu'à devenir presque blanche, fut interrogé par la responsable de la communication. Les relevés sont normaux. Les humains affirment que tous les systèmes fonctionnent dans les limites acceptables. Acceptables. Les tentacules de flics se crispèrent de détresse. Leur vaisseau est en feu. Lorsque la délégation humaine entra enfin dans la salle du conseil, Relique tenta de dissimuler son choc. Ces créatures se tenaient debout sur 2 jambes seulement, leur corps recouvert d'un tissu étrange. Ils se déplaçaient avec une aisance troublante, malgré les bruits étranges de la station. La gravité était fixée à la valeur standard de 0,4 g, considérée comme confortable par la plupart des espèces. Les humains agissaient comme si elle l'a à peine remarqué. La femme qui menait l'enquête s'avança. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière et elle portait un uniforme bleu simple. « Salutations, membres du conseil. Je suis le docteur Sarah Chen, représentante de nom de l'organisation Les Peuples de la Terre. Nous venons en paix et en amitié. » Sa voix était forte et assurée. Frélic remarqua qu'elle n'utilisait pas tout appareil respiratoire malgré un rapport sur l'atmosphère terrestre faisant état de niveau d'oxygène, dangereux de 21%. La plupart des espèces n'en avaient besoin que de 5 à 8%. Des concentrations plus élevées étaient toxiques. « Bienvenue, Frélic dit, s'efforçant de garder son calme. Parlez-nous de votre peuple. » Sarah sourit, dévoilant ses dents. Plusieurs les membres du conseil ont tressailli. C'étaient manifestement des dents de prédateurs conçues pour déchirer. Nous serions ravis. L'humanité, nous avons développé sur Terre une planète dans le bras d'Orion. Les vols spatiaux existent depuis environ 200 ans. 200 ans. Les plus récents, les espèces du Conseil, avaient mis 12 000 ans à développer des vols spatiaux sûrs. Ces humains s'étaient précipités dans le vide avec à peine le temps de se préparer. « Votre planète » hasarda Tross. « À quoi ressemble-t-elle ?»« Oh, la Terre est magnifique » répondit Sarah, dit-il chaleureusement. « Nous avons de vastes océans, de hautes montagnes, des forêts profondes. La gravité est d'environ 1 gramme, ce qui est confortable. Nous. » Un silence s'installa dans la pièce. 1 grain, c'était plus du double de la dose standard. 16 des êtres ont évolué dans une gravité écrasante qui tuerait lentement la plupart des espèces du Conseil en quelques semaines. Sarah poursuivit, inconsciente, du choc qu'elle provoquait. Bien sûr, la Terre a ses défis. Nous avons survécu. Plusieurs périodes glaciaires, des hivers volcaniques, des impacts d'astéroïdes. Il y a eu une période appelée la peste noire, où la maladie, elle, a tué 1/3 de notre population. Nous avons connu d'innombrables guerres, famines et sécheresses. Elle l'a dit avec une telle désinvolture, comme si c'était un problème planétaire. Les catastrophes étaient considérées comme normales, comme si la guerre et les morts de masse étaient des choses qui arrivaient inévitablement. Mais nous sommes assez adaptables. Sarah a ajouté « Les humains vivent partout sur Terre aujourd'hui, des zones arctiques glacées au désert brûlant. Du niveau de la mer à des montagnes où l'air est raréfié. Nous sommes très doués pour survivre. » Un jeune aide a chuchoté quelque chose à Vélic. Il a lu la tablette de données et ses 3 cœurs se mirent à battre plus vite. Les humains étaient des prédateurs poursuivis. Ils avaient évolué en îles poursuivaient leur proie sur de longues distances jusqu'à ce que celle-ci s'effondre d'épuisement. Ils avaient l'endurance nécessaire pour courir pendant des heures sans interruption. Au cours de la visite des installations, la situation a empiré. Un robot de service a dysfonctionné, ses brasiles se débattaient violemment. La procédure standard consistait à évacuer les lieux et à appeler l'équipe spécialisée en armure motorisée pour le maîtriser. Avant que quiconque puisse réagir, un agent de sécurité s'est approché du robot et l'a saisi. Le robot était d'une force de 340 kg. Elle aurait dû projeter la personne à l'autre bout de la pièce. Au lieu de cela, l'agent grogna, tordit l'articulation du bras du robot
et le mit hors service à main nue. Tout l'incident-là a pris une dizaine de secondes. « Désolé pour ça », qu'a dit l'agent, sa respiration à peine plus forte. Ces vieux modèles, parfois grognons. Grognon! Et il qualifiait de grognon un dysfonctionnement dangereux. Plus tard durant la pause, les humains consommaient des substances provenant de leur vaisseau. Ils appelaient l'une de ces boissons du café. L'analyse chimique a révélé qu'elle contenait une toxine connue appelée caféine. Une autre boisson, étiquetée bière, contenait de l'éthanol, un poison que la plupart des espèces utilisent pour le nettoyage industriel. « Ça nous aide à nous détendre », expliqua Sarah en sirotant sa bière. Après une longue journée, rien de tel qu'une boisson fraîche. Il buvait du poison pour se détendre. Un Vélien, enfant en visite avec son père, s'est approché de la délégation humaine avec curiosité. « Votre navire brûle-t-il toujours ?»« Comme ça ?» Le pilote humain rit. C'était un rire fort et surprenant. C'est juste réchauffage lors de la rentrée atmosphérique. Procédure standard. La température de la coque a probablement atteint 2000 degrés, mais les dalles chauffantes gèrent parfaitement la situation. Rien d'inquiétant. 2000 degrés C, rien d'inquiétant. Je me suis écorché le genou pendant l'amarrage. T'as mentionné un autre humain montrant une blessure qui commençait déjà à coaguler. Ce n'est qu'une égratignure, cependant. Je vais bien. Le médecin agent l'a examiné à distance de sécurité. Cette blessure aurait nécessité une intervention chirurgicale et des semaines de convalescence pour la plupart des espèces. L'humain prévoyait de l'ignorer. Ce soir-là, le conseil, une séance à huis clos d'urgence a été tenue. Frillik a présenté ses conclusions. Ils ont décrit leur planète comme un point bleu pâle, un petit monde insignifiant. Pourtant, les données montrent que la Terre est un monde mortel de catégorie 12. Gravité extrême, atmosphère dangereuse, conditions météorologiques extrêmes, tectonique active, prédateurs gigantesques. Elle figure parmi les meilleures, les 10% des planètes habitables les plus hostiles jamais découvertes. Et c'est là que les organismes ont évolué, Trost dit doucement. Tout sur leur planète a essayé de les tuer pendant des millions d'années. Oui, approuva Verick. Et l'humanité a gagné. Le vote a été unanime. L'humanité obtiendra le statut d'observateur, pendant que le Conseil évaluait leur compatibilité. Ils semblaient amicaux, voire aimables, mais leur capacité à la survie était terrifiante. Au moment de partir, Sarah et son équipe semblaient satisfaites de la réunion. Elles étaient loin de se douter que leur description désinvolte de la Terre les avait dépeints comme l'espèce la plus dangereuse que la galaxie ait jamais rencontrée. Les enregistrements ont fuité en quelques jours. Sur des centaines de mondes, des gens ont visionné les images et murmuré « Même question. Quelle espèce boit du poison, survit aux catastrophes et trouve ça normal ?» L'humanité était arrivée et la galaxie ne serait plus jamais la même. 6 mois s'étaient écoulés depuis le premier contact. Malgré le lèse craintes initiales passées, les relations entre l'humanité et le Conseil galactique s'étaient améliorées. Les humains étaient amicaux, serviables et désireux d'apprendre. Le docteur Marcus Webb, un xénobiologiste, s'était porté volontaire pour aider. Il modernisa une station minière vieillissante appelée Kepler-7. Il amena avec lui une équipe d'ingénieurs humains. La station orbitait autour de la Terre, un soleil dans l'espace Vlion. Les Véliens étaient un peuple doux, leur corps souple et leur culture était fondée sur la coopération. Ils accueillaient chaleureusement les humains, tout en conservant une distance respectueuse. La réputation humaine s'était rapidement répandue. Les principaux systèmes d'alimentation électrique sont anciens, expliqua l'ingénieur en chef Torres, un homme trapu aux cheveux grisonnants. Nous pouvons les moderniser en 3 semaines environ, améliorer l'efficacité de l'ensemble du système. Station, le directeur Prien hocha la tête en signe de gratitude. Nous vous serions très reconnaissants. Notre technologie est ancienne, certes, mais elle, ça marche. Ça marche mieux si ça n'explose pas, dit Torres avec un sourire. Prien n'était pas sûr que l'humain soit je plaisante. Le travail s'est déroulé sans encombre. Les humains ont travaillé de longues heures, souvent sans pause. Ils, semble-t-il, ont besoin de moins de sommeil que la plupart des espèces, se contentant de 6 ou 7 heures par nuit. Prilin, par exemple, a dormi 12 heures, et pourtant, je me sentais moins énergique que ces créatures infatigables. Le 12e jour, les alarmes retentirent. Éruption solaire détectée. Système automatisé annonçant d'une voix calme, événement de classe X10, surtension radioactive.
Imminent. Déclenchez les procédures d'évacuation. La peau de Prien devint grise de peur. Une éruption de classe X10 se produisait toutes les 300 secondes. Des années. Ce fut une extinction massive. Les radiations pouvaient pénétrer la plupart des boucliers et anéantir toute vie biologique à l'intérieur. Il a immédiatement activé la balise de détresse. Tout le personnel à bord des navires d'évacuation. Ceci n'est pas un exercice. Il nous reste 40 minutes avant l'arrivée de l'onde de radiation. Les membres d'équipage se sont précipités dans les couloirs. 4000 âmes vivaient sur Kepler 7 et les vaisseaux d'évacuation pouvaient à peine tous les contenir. Ce serait limite. Tout près. À la surprise de Prilrilin, les humains ne couraient pas vers les vaisseaux. Ils couraient vers la salle des machines, section. « Docteur Webb !» cria Prien. « Vous devez évacuer. Les radiations vont. Je te tuerai. » Marcus se retourna, le visage grave mais sans panique. « La station sera détruite si nous partons. Tous est votre matériel, vos recherches, votre maison. Nous pouvons reconstruire. Vous ne pouvez pas reconstruire vos vies. Peut-être pouvons-nous faire les deux. » Marcus a-t-il déclaré, « Nous avons déjà géré des situations de radiation. Si nous atteignons le cœur blindé et redirigeons l'énergie vers le déflecteur principal, tu pourrais peut-être t'en sortir. Impossible. Le niveau de radiation te sera fatal. » « Oui, pour nous aussi, Marcus. » Il haussa les épaules. « Nous avons évolué sur une planète où règne un rayonnement de fond. Nos mécanismes de réparation de l'ADN sont plutôt robustes. Nous serons ça convient pour une courte exposition. » Avant que Prien ne puisse argumenter davantage, l'équipe humaine s'est dispersée à ses postes. Torres Hill se dirigèrent vers le réacteur principal. 2 autres ingénieurs se rendirent à la centrale auxiliaire. Une femme nommée Chen courut vers l'extérieur. Accès à la coque. « Qu'est-ce que vous faites » cria Prilin. « Notre boulot » répondit Torres. Les radiations atteignirent 32 quelques minutes plus tard. Prilin observait depuis le bunker d'urgence blindé, son équipement de surveillance affichant des résultats impossibles, relevés. Les humains travaillaient dans des zones où le niveau de radiation le tuerait en moins de 2 minutes. Ils ont procédé avec calme et méthode, en suivant les procédures d'urgence. Torres a dévié manuellement les conduits électriques, ses des mains se déplaçaient à l'intérieur d'un panneau qui luisait de chaleur et de radiation. L'indicateur d'exposition de sa combinaison monta dans le rouge point zone. Il continua à travailler. Chen sortit, elle sortit en fait de la station pendant une éruption solaire. La mission consistait à réparer un émetteur de bouclier endommagé qui avait dysfonctionné juste avant l'événement. Sans lui, toute une section de la station serait sans protection. Prien l'observait à travers les caméras extérieures. Elle flottait dans l'espace, furieuse, elle peignait sa combinaison avec des radiations mortelles. Elle a travaillé pendant 6 minutes. 6 minutes d'exposition directe à une classe éclairage X10. Puis elle est rentrée. « Émetteur réparé », a-t-elle annoncé, point radio. « J'ai un peu chaud, mais rien de grave. Un peu chaud. » Le radiamètre de sa combinaison affichait des niveaux qui auraient dû la tuer 3 fois. Les humains travaillaient par roulement. Ils se relayaient dans les zones à forte radioactivité, zones, suivant ce qu'ils appelaient des limites d'exposition. Après 20 minutes dans l'UN zone dangereuse, ils se repliaient vers le noyau blindé pendant 1 heure, puis revenaient. Ils ont maintenu ce schéma pendant 8 heures, jusqu'à ce que l'éruption solaire disparaisse. Une fois celle-ci terminée, Kepler 7 était intacte. La station a survécu. 4000 vies véliennes ont été sauvées. Les humains se sont rassemblés dans le ensuite, direction l'infirmerie. Ils avaient l'air fatigués, mais satisfaits. Le médecin de la station les examina d'une main tremblante. « Vous souffrez tous de maladies liées aux radiations, » a déclaré le médecin. « Vos cellules sont endommagées. C'est vaste. » Oui, on s'en doutait. Marcus a dit « Rien de trop grave, cependant. J'ai besoin de médicaments contre les nausées et de repos. Je devrais me rétablir d'ici 1 semaine environ. » Se rétablir? La voix du médecin s'éleva. « Tu devrais être mort. Ces niveaux de radiation sont mortels. » Eh bien, Torres se gratta la tête, point-tête.
Les humains sont difficiles à tuer. Notre monde était rempli d'éléments radioactifs. Nous consommions des aliments qui contenaient isotopes radioactifs. Même les bananes sur Terre sont légèrement radioactives. Vous avez évolué en consommant des aliments radioactifs. Ce n'est vraiment pas si grave. Les niveaux de radiation sur Terre sont faibles, mais notre organisme a appris à les gérer. Réparation de l'ADN, cellules, la régénération, ce genre de choses. Plutôt utile dans des situations comme celle-ci. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la station. Des humains étaient restés sur place. Ils avaient traversé des radiations mortelles. Ils avaient sauvé tout le monde. Et ils agissaient comme si de rien n'était. C'était une journée de travail comme les autres. Le lendemain, un jeune enfant vélien aborda Jake Torres à la cafétéria. L'ingénieur Hill mangeait ce qu'il appelait un sandwich et buvait son café immonde. « Monsieur Torres ?» demanda timidement l'enfant. « Salut, petit. Quoi de neuf? Tu es fait de métal à l'intérieur. Comme un robot. » Torres éclata de rire. Ce grand éclat des sons créés par les humains. Pas tout à fait. J'ai des os, cependant. Des structures dures à l'intérieur de mon corps pour soutenir mes muscles. Des os à l'intérieur. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. Comme une sorte d'armure. Oui, on les appelle des endosquelettes. Votre peuple possède des exosquelettes, n'est-ce pas? Des carapaces rigides sur le corps, dehors. L'enfant hocha la tête. Mais à l'intérieur, il y a des parties dures. Ça sonne effrayant. Ça fonctionne pour nous, dit gentiment Taurus. Espèce différente, conception différente. Ta méthode n'est pas mauvaise, et aucun des deux n'est à nous, juste différent. Mais l'enfant est parti en courant le raconter à ses amis. Les humains possédaient une armure interne, des os de métal. Ils étaient faits pour survivre. Au sein du Conseil Galactic Chambers, de Relic a mis à jour le dossier de classification de l'humanité. Il a ajouté une nouvelle note, tolérance extrême au risque. Survivent à des niveaux de radiation mortelle pour 98% des espèces connues. La prudence est de mise. Une nouvelle, un animateur du réseau galactique, a évoqué l'incident Kepler-7 ce soir-là. L'humanité se nomme elle-même fragile, dit-elle, son interprète peinant à saisir l'ironie. Ils disent qu'ils sont faibles, mais leur planète a essayé de les tuer. Pendant 4 milliards d'années d'évolution, et la Terre a disparu. À travers la galaxie, les gens ont visionné les images d'êtres humains travaillant dans des conditions impossibles. Ils ont vu Torres acheminer l'électricité malgré les radiations. Des flammes brûlaient autour de lui. Ils virent Chen flotter dans la tempête solaire, réparant calmement du matériel. Ils entendirent Marcus Webb affirme « Nous avons évolué en mangeant des bananes radioactives. » La réputation a changé. Les humains, ils, n'étaient pas seulement dangereux. C'étaient des survivants d'un niveau que la galaxie n'avait jamais vu. Ils pouvaient endurer des conditions extrêmes, qui tueraient presque toutes les autres espèces, et ils ne trouvaient même pas cela impressionnant. Pour eux, c'était juste. Un autre problème à résoudre. Sur Kepler-7, la vie reprit son cours normal. L'équipage Vélienil reprirent le travail, mais ils portaient désormais un regard différent sur leurs assistants humains. Avec respect, avec gratitude, et oui, avec la peur. Car si les humains pouvaient survivre à cela, à quoi ne pourraient-ils pas survivre? La galaxie commençait à comprendre. L'humanité était venue de l'enfer, et elle avait appris à y prospérer. La peste est apparue sans prévenir dans une colonie minière isolée. Les ouvriers ont commencé à saigner de la peau. Leurs cellules se désintégrèrent rapidement. En 3 jours, la colonie devint silencieuse. Tous les habitants étaient morts. 2 semaines plus tard, le dépérissement pourpre, comme on l'appela par la suite, s'était propagé à 12 mondes. Il se propageait parmi les populations, comme une traînée de poudre, tuant 90% des personnes infectées. Le Conseil galactique l'a déclaré l'état d'urgence. Des équipes médicales venues de tout l'espace connu se sont rassemblées à la station de recherche Meridian pour trouver un remède. Dr Yuki Tanaka arriva avec la délégation humaine. C'était une petite femme aux yeux perçants et aux mains agiles.
Il a passé 20 ans à étudier les maladies terrestres, notamment certains des virus les plus mortels que l'humanité ait jamais connus. Le Conseil était assez désespéré pour accepter n'importe quelle aide, même celle des terrifiants habitants de ce monde mortel. « Montrez-moi les données sur le pathogène », dit Yuki, non pas. Perdre du temps en politesse. Le chercheur galactique en chef, un être de grande taille nommé Sa, afficha les informations sur un écran. Écran holographique. Yuki l'examina pendant plusieurs minutes, son expression se faisant plus grave. « C'est mauvais, pensa-t-elle finalement, dit-il. Mais j'ai déjà vu des schémas similaires. La voix de Essa porta l'espoir. Vous connaissez cette maladie? Pas exactement, mais elle me fait penser aux fièvres hémorragiques terrestres. Ebola de Marburg ou fièvre de Lassa se caractérise par une attaque cellulaire, des saignements et une transmission par contact. Son évolution est très rapide, similaire. L'équipe de recherche s'est regardée, perplexe. Qu'est-ce qu'Ebola? Quelqu'un a posé la question. Yuki a sorti sa tablette. Un virus venu de la Terre. Il est apparu en 1976. Elle a tué jusqu'à 90% des personnes infectées lors des premières épidémies. Elle provoque des hémorragies graves, une défaillance d'organes et des dysfonctionnements systémiques, un arrêt brutal, très similaire à ce que nous observons avec le dépérissement cramoisi. Le silence se fit dans la pièce. Une maladie qui tuait 90% était considérée comme extrêmement dangereux dans l'espace galactique. C'était le genre de un phénomène qui n'apparaissait peut-être qu'une fois tous les 10 000 ans. Sur Terre, il se produisait régulièrement. « Tu as plusieurs maladies comme ça ?» demanda Sa avec précaution. « Oh oui !» répondit Yuki. Elle parcourait ses dossiers. Ebola, peste bovine, peste bubonique, typhus, choléra, tuberculose, VIH, grippe, très propice aux maladies. Il répéta lentement les mots. « Votre planète est pleine d'infections mortelles. » Eh bien, oui. Une vie abondante signifie une multitude de micro-organismes, et donc de nombreuses mutations. Notre système immunitaire a dû évoluer pour être très performant. Agressif. Nous sommes constamment en guerre contre les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. C'est normal pour nous. Normal. Voilà encore ce mot. Les humains ont toujours qualifié les scénarios cauchemardesques de normaux. Terminé. Les 3 jours suivants, Yuki travailla avec l'équipe de recherche. Elle expliqua l'histoire de la Terre marquée par les pandémies et la peste noire, qui a tué un tiers de l'Europe, la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Le virus Covid-19 qui a paralysé la planète entière a été paralysé pendant des années. Nous avons appris à riposter, expliqua Yuki. Vaccins, anticorps, antiviraux, protocole d'hygiène. Nous sommes devenus experts en la matière par nécessité. Sur Terre, si l'on ne s'adapte pas aux maladies, on meurt. Un autre élément est apparu clairement au cours des recherches. Aucun des humains présents sur la station n'était tombé malade. Ils ont été exposés à plusieurs reprises au sang cramoisi en manipulant des échantillons infectés. Mais leur corps... Le pathogène a été détruit avant qu'il ne puisse provoquer une infection. Votre système immunitaire l'a éliminé. Ça a été stupéfait. Comment? Nos globules blancs l'ont reconnu comme étranger et l'ont attaqué. Yuki a expliqué. Les réponses immunitaires humaines sont très fortes. Nous produisons des millions d'anticorps. Notre réponse inflammatoire est agressive, parfois trop agressive. En fait, on peut mourir d'une réaction excessive de notre propre système immunitaire. On peut mourir d'une santé trop bonne. C'est compliqué, mais oui. Parfois, nos défenses sont si fortes qu'elles causent plus de dégâts que la maladie elle-même. Ça commença à comprendre. Quelque chose de terrifiant. Les humains n'étaient pas seulement résistants à leur propre maladie. Ils étaient résistants à presque tout en biologique. Leurs systèmes immunitaires étaient des armes affûtées par des millions d'années d'une guerre constante contre des ennemis microscopiques. Yuki a mis au point un plan de traitement à base d'anticorps humains. Mais il y avait un problème. La dose requise serait toxique pour la plupart des espèces galactiques. Le médicament était presque aussi dangereux que la maladie. « Nous avons besoin de volontaires humains », annonça Yuki. « Nous allons les infecter avec des versions modifiées de l'agent pathogène. Leur organisme produira des anticorps. Nous pouvons récolter ces anticorps et utiliser-les pour créer le remède. » L'équipe de recherche la regarda avec horreur. « Vous voulez infecter ton propre peuple ?» demanda Sorn. « Volontairement »
On appelle ça la variolation, ou plus. La vaccination moderne, on la pratique depuis des siècles. Edward Jenner l'a utilisée en 1796 avec la vaccine pour prévenir la variole. Nous nous exposons délibérément aux maladies pour renforcer notre immunité. C'est de la folie. C'est la survie, Yuki, c'est corrigé. Et ça marche. 20 volontaires sont arrivés dans la semaine. C'étaient des médecins, des scientifiques, des soldats. Ils connaissaient les risques. Ils ont choisi de les prendre malgré tout. Les chercheurs galactiques observaient. L'horreur régnait lorsque des humains se sont vus injecter délibérément des échantillons modifiés de la maladie écarlate. Chaque volontaire était surveillé constamment. La maladie a commencé à s'installer. Le premier jour, des symptômes légers. Fièvre, fatigue. Deuxième jour, aggravation des symptômes. Forte fièvre, quelques saignements. Troisième jour, symptômes graves. Forte fièvre, saignements importants. Quatrième jour, amélioration. Baisse de la fièvre, arrêt des saignements, arrêt. Cinquième jour, début de la convalescence. Augmentation rapide du taux d'anticorps. Jour 7, guérison complète. Taux d'anticorps optimaux. Un des médecins galactiques s'est évanoui en regardant. « Vous injectez la mort à votre peuple », murmura-t-il. « Vous vous faites ça à vous-même. Nous, on le fait les uns pour les autres. Un volontaire humain a corrigé pour que d'autres n'aient pas à mourir. » La récolte d'anticorps a été un succès. Yuki et son équipe a analysé la réponse immunitaire humaine et créé un traitement efficace pour d'autres espèces. Il fallait procéder avec précaution. Ils ont dû les calibrer car les anticorps humains étaient trop agressifs pour la plupart des organismes galactiques. Il a fallu les diluer, les modifier, il fallait l'adoucir. En 3 semaines, le remède fut distribué sur les mondes touchés. Le taux de mortalité chuta immédiatement. Des milliards de vies ont été sauvées. Le Conseil galactique a tenu une cérémonie en l'honneur de l'humain. Contribution. Yuki se tint devant l'Assemblée et accepta leurs remerciements avec une dignité sereine. « Nous étions heureux de à l'aide, dit-elle. La maladie ne fait pas de distinction d'espèces ou de frontières. Nous la combattons, ensemble ou seuls. » Mais après la cérémonie dans les appartements privés, les membres du Conseil ont discuté de ce qu'ils avaient appris. Ils ont transformé leur propre souffrance en armes. L'un d'eux a dit à voix basse, « Ils ont transformé leur corps en usine à remède. » Quelle espèce fait ça? Une espèce qui refuse de se rendre fric. Ont-ils répondu. Même aux ennemis microscopiques, et surtout aux ennemis microscopiques. Ils ont déclaré que c'était normal pour eux de vacciner leurs enfants. Ils injectent des maladies à leurs jeunes pour les protéger. Eux. Oui. Que se passe-t-il si l'humanité décide que nous sommes la maladie? Quelqu'un a demandé, et s'ils décident que nous sommes la menace? Personne n'avait de réponse à cette question. À travers la galaxie, les gens d'île s'étaient remis de la dévastation sanglante. Ils devaient la vie à l'humanité. Mais cette gratitude était mêlée à autre chose. Peur, respect, admiration. Les humains avaient survécu aux radiations. Ils avaient survécu à leur monde mortel. Et maintenant, ils avaient prouvé qu'ils avaient survécu à des maladies qui avaient décimé presque toute autre forme de vie. Leurs corps étaient des champs de bataille où des guerres se livraient chaque jour. Et ils ont gagné. Dans une station médicale en orbite autour une colonie rétablie, une jeune patiente a posé une question simple à son médecin. Les humains vont-ils nous sauver de des choses effrayantes? Le docteur ne savait que répondre, car les humains étaient des choses effrayantes. Ils se trouvent simplement sur notre planète. Pour l'instant, Yuki Tanaka est retournée dans l'espace humain. Sa mission accomplie. Elle portait en elle la gratitude de milliards de personnes et la peur de milliards d'autres. Elle avait révélé une autre vérité à son sujet. L'humanité n'a pas seulement survécu dans des conditions difficiles. Elle a survécu au sein de ces conditions difficiles, au sein de sa propre espèce, des corps, chaque jour, à chaque instant. Et ils appelaient ça normal. La galaxie était, ils apprirent lentement, avec précaution, que l'espèce la plus dangereuse qu'ils aient jamais rencontrée était aussi la plus utile. La question était, quel visage de l'humanité la galaxie allait-elle découvrir ensuite? L'avenir nous le dirait. L'avertissement venait des confins de l'espace du Conseil galactique. Une espèce appelée les Caldreth avait pénétré en territoire protégé, était une conscience collective. Des milliards d'individus pensant comme un seul. Ils ne négociaient pas. Ils ne commerçaient pas. Ils ont consommé les ressources et sont passés à autre chose. Les planètes restantes étaient dénudées,
des rochers morts flottant dans l'espace. Le Conseil, la flotte de défense, s'est déplacée pour intercepter la passe. Ils étaient confiants au début. Le Conseil avait-il été plus nombreux et disposait d'une meilleure technologie. Mais les Caldres combattaient différemment. Les pertes leur importaient peu. Ils jetaient les balles. Vague après vague, les navires s'avancent, submergeant les défenseurs par le nombre et une efficacité impitoyable. En 3 mois, 6 colonies frontalières étaient tombées. La flotte du Conseil battait en retraite. Les espèces qui n'avaient pas combattu une véritable guerre en des milliers d'années s'est soudainement souvenu de ce que l'on ressentait face à la peur sur Terre. Les Nations unies ont débattu. Les Coldrath étaient loin de l'espace humain. Ce n'était pas le problème de l'humanité. Pas encore. L'amiral Kamé Okafor se tenait devant la salle du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était un homme de grande taille, à la barbe grisonnante et au regard intense. Ses yeux. Derrière lui, des écrans holographiques montraient la dévastation causée par les Caldres. Nous devons les aider. Okafor l'affirma fermement, non pas par obligation, mais par devoir. Nous avons une dette envers eux. Le Conseil n'a rien dit, d'a rétorqué un délégué. Ils nous craignaient. Ils nous craignent encore. Ils nous craignaient parce que nous sommes des survivants, répondit Okafor. Maintenant, ils ont besoin de survivants. Ils ont besoin de gens qui savent comment se battre quand tout est en jeu. Sarah Chen prit ensuite la parole. Elle avait vieilli depuis le premier contact, mais son la voix est restée forte. Nous savons ce qui arrive quand les gens bien ne font rien. Nous l'avons vu dans notre propre histoire. Le mal, cela ne s'arrête pas de soi-même. Cela grandit. Le vote était serré, mais l'humanité a décidé d'intervenir. La flotte humaine était petite, seulement 20 vaisseaux contre les centaines du Conseil. Mais ils étaient différents. Humains, ces navires ont été construits en tirant les leçons de siècles de guerre navale, de combats aériens et de doctrine spatiale. Plus rapides, plus maniables et lourdement armés pour leur taille. Amiral Okaforil commandait depuis la passerelle du destroyer indomptable. L'équipage travaillait avec lui. Ils avaient en fait preuve d'une efficacité remarquable. Ils étaient prêts. La bataille du seuil de Proxima commença. Des semaines plus tard, les Caldres lancèrent un assaut massif contre une planète du Conseil majeur. Si elle tombait, tout le secteur serait touché, allait s'effondrer. La flotte humaine arriva juste au moment où les lignes du Conseil cédaient. 20 vaisseaux humains contre 200 Caldrath navires. Les chances étaient infimes. Tous les navires ici au Okafor. Souvenez-vous de votre entraînement. Restez mobiles. Ciblez leur poste de commandement, chaque tir compte, et pour l'amour du ciel, restez en vie. Les vaisseaux humains se jetèrent dans la bataille comme des loups parmi les moutons. Ils se déplaçaient d'une manière inédite pour les Coldrath. Des trajectoires aléatoires, des accélérations soudaines, des virages impossibles qui poussaient les équipages humains à leurs limites d'endurance. Le capitaine Maria Santos commandait le frigo Défiante. Elle poussa son navire à toute vitesse, esquivant les tirs ennemis à quelques mètres près. L'équipage grognait sous l'effet des forces G, mais a maintenu ses positions. « Ciblez leur regroupement de réacteurs !» a-t-elle crié. Des rafales de 3 coups synchronisés avec la flotte. Des armes humaines ont fait feu. Le ciblage était précis, d'une précision dévastatrice. Alors que la guerre galactique reposait sur une puissance de feu massive et des boucliers robustes, les humains avaient appris à être efficaces. Ils ont constaté que les faiblesses point. Ils les ont exploitées, mais les Caldri se sont rapidement adaptés. Ils ont commencé à cibler les petits vaisseaux humains avec tirs concentrés. Le destroyer Valiant a été touché de plein fouet. Ses boucliers ont cédé, la coque a percé. Le Valiant a disparu, a rapporté l'officier de transmission. Aucun survivant. La mâchoire d'Okafor se crispa. Combattez, honorez leur sacrifice. Les humains ont fait quelque chose que les Keldreth n'avaient pas prévu. Ils ont diffusé de la musique pendant les combats, batailles, vieux chants de guerre de la terre, l'hymne de bataille de la République, Fortuné fils, chansons d'immigrants. L'esprit collectif extraterrestre ne comprenait pas le concept de combat. Le moral des humains se bat avec plus d'ardeur lorsqu'ils sont inspirés. Les vaisseaux du Conseil commencèrent à rassemblement. Voir les humains se battre avec une telle férocité leur donna du courage. La situation commença à s'inverser. Puis le navire Caldrandil fit quelque chose de désespéré. Il accéléra droit sur le porte-avions Harmonie avec l'intention de l'éperonner. Il y avait 3000 membres d'équipage. Ils allaient tous mourir. L'Indomptable était le plus proche.
Okafor, il a vu ce qui se passait. Il avait quelques secondes pour décider. Cap d'interception. Accélération maximale. Monsieur, nous ne pouvons pas survivre à cet impact. Je sais. Fais-le quand même. L'indomptable s'était lancé. Vaisseau se positionna entre le vaisseau Coldra et le porte-vaisseau. L'équipage du pont s'attacha. Il savait ce qui allait se produire. Tous à bord. Ici l'amiral. La voix d'Okafor était calme. Si nous partons, nous les emmenons avec nous. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. Dans les dernières secondes, l'officier mécanicien a purgé toute l'atmosphère du côté bâbord. La décompression explosive fit violemment pivoter l'indomptable sur tribord. Le navire de Keldret manqua le point de passage à 20 mètres à travers l'espace où se trouvait le destroyer humain un instant auparavant. La rotation soudaine avait brisé plusieurs humains des ossements. Le navire était endommagé, mais ils étaient vivants. Ce n'était pas le plan. Okafor marmonna en grimaçant à cause de ses côtes cassées. Mais je l'accepte. Le vaisseau amiral Selret, incapable de corriger sa trajectoire, a dévié vers un champ d'astéroïdes. Il a été détruit. Sans leur haut niveau du nœud de commandement, la flotte Keldret vacilla. L'esprit collectif se fragmenta temporairement. Le Conseil et les humains les flottes ont exploité leur avantage. Elles ont repoussé l'ennemi. À la fin de la bataille, il restait 8 vaisseaux humains. 40% Keldrat avaient été brisés. Le monde du Conseil était sauvé. Dans l'infirmerie d'un... À la gare du conseil municipal, l'amiral à apport se reposait avec des côtes bandées et un bras fracturé. Autour de lui gisaient des blessés humains et extraterrestres. Le personnel médical circulait entre eux sans distinction. Les espèces, elles, ne faisaient pas de distinction. Cela n'avait plus d'importance. Ils avaient combattu ensemble. Un jeune officier vélien, la carapace brisée par la bataille, il s'approcha du lit d'Okafor. « Amiral, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Comment allez-vous? Comment vivre avec une telle violence en soi? Comment peut-on fonctionner en sachant qu'on peut tuer si facilement ?» Okafor resta silencieux un long moment. « Nous n'aimons pas la guerre. Nous la détestons. Mais nous y sommes doués parce que nous n'avions pas le choix. La Terre nous a appris que la survie, cela exige parfois la violence. Mais cela nous a aussi appris quelque chose de plus important. Quoi donc? Que survivre signifie protéger d'autres aussi. Nous combattons pour que des espèces pacifiques comme la vôtre n'aient pas à le faire. Nous portons ce fardeau pour que vous puissiez vous concentrer sur construire, créer, vivre. » Les yeux du jeune officier brillaient. « Merci pour nous protéger. Merci d'être digne d'être protégé. » À travers la galaxie, les nouvelles de la guerre s'étaient propagées. L'humanité était entrée en guerre. 20 navires affrontaient 200. Ils en avaient perdu 8. Ils ont arraisonné des navires et sauvé des milliers de vies. Ils ont combattu avec une férocité et une intelligence tactique qui ont stupéfié tout le monde. Kald a réévalué sa stratégie. Il a désigné l'espace humain comme zone à haut risque, territoire, à éviter si possible. Ils avaient appris ce que le Conseil apprenait encore. Les humains étaient dangereux, parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le monde les avait endurcis. La vie avait fait d'eux des combattants, et maintenant, ils se battraient pour les autres. Dans la salle du Conseil, une session d'urgence fut convoquée. Le sujet était le même. Une question qui les hantait depuis le premier contact. « Que faire de l'humanité? »« Ils nous ont sauvés, » répondit l'un d'eux. « Ils ont versé leur sang pour nous. Ils sont morts pour nous. Ils nous ont aussi montré de quoi ils étaient capables, » a rétorqué un autre. « Ils ont détruit Keldrat que nous ne pouvions toucher. Leur tactique, leur violence, leur volonté de se sacrifier. C'est terrifiant. » Relique se leva pour parler. J'étais le premier à les rencontrer. J'avais peur, eux alors. Je les crains maintenant. Mais je leur fais aussi confiance. Ils ont choisi de nous aider quand ils n'avaient aucune obligation. Ils ont choisi la clémence alors qu'ils auraient pu choisir la conquête. Ce choix est important. Et s'ils ont changé d'avis, alors apprenons d'eux, a dit Frick. Ils nous ont appris à survivre aux radiations. Ils nous ont appris à combattre les maladies. Si nécessaire, ils nous apprendront à les combattre, car c'est dans la nature humaine. Ils fabriquent d'autres plus forts. La séance s'acheva sans résolution, mais quelque chose avait changé. L'humanité avait prouvé sa valeur. Au combat, ils avaient prouvé qu'on pouvait leur faire confiance avec le pouvoir. Sur l'indomptable, les ingénieurs s'affairaient à réparer les dégâts. Le vaisseau reprendrait son envol. L'équipage se battrait à nouveau si nécessaire. Ils espéraient que ce ne serait pas nécessaire, mais ils l'étaient. Ils étaient prêts, car les humains l'étaient toujours.
C'est ce qui les rendait terrifiants. Et c'est ce qui faisait d'eux des héros. La guerre, les opérations se poursuivirent sur d'autres fronts, mais les Caldres pénétrèrent de nouveau dans l'espace du Conseil. Ils avaient retenu la leçon. La Terre avait l'humanité l'a appris il y a longtemps. Certaines proies se défendent, et parfois les proies sont plus dangereuses que les prédateurs. 5 des années s'étaient écoulées depuis le Caldre. Les relations entre l'humanité et le Conseil galactique s'étaient renforcées, mais la tension persistait sous la surface. La question que tout le monde se posait à voix basse était simple. Pouvons-nous faire confiance à les habitants des mondes de la mort? Le grand sommet a été convoqué sur Sanctuary Prime, un monde neutre, un monde où les armes étaient interdites et où toutes les espèces se rencontraient sur un pied d'égalité. Le Conseil allait enfin aborder ce qu'ils appelaient la question humaine. Sarah Chen avait vieilli, ses cheveux grisonnaient. Elle dirigeait la délégation de la Terre, accueillit la délégation avec le même calme imperturbable qu'elle avait manifesté lors du premier contact. Elle savait que ce sommet serait déterminant. L'avenir de l'humanité dans la société galactique. La chambre était immense, creusée dans la roche, un cristal qui reflétait la lumière en motifs irisés. Des représentants de 200 espèces occupèrent les sièges. Au centre, une estrade vide se dressait, d'où les orateurs devaient s'adresser à l'Assemblée. L'accusation commença officiellement. Un représentant de l'hégémonie Krell, une espèce réputée pour sa logique et sa réflexion approfondie, se tenait en premier. « Nous reconnaissons les contributions de l'humanité », a déclaré Krell. « Ils ont sauvé des vies, ils ont combattu à nos côtés, mais nous devons nous pencher sur la question. Ce qu'ils sont, des projections holographiques retraçaient l'histoire de l'humanité. La Terre tournait lentement, classée en classe 12 mondes de mort. Vidéos d'humains travaillant dans un environnement irradié qui a tué d'autres espèces. Dossiers médicaux révélant leur système immunitaire agressif. Enregistrements de batailles navales humaines se battant contre des créatures terrifiantes. L'efficacité. Ils ont évolué en tant que prédateurs poursuivants. Les Krell ont poursuivi. Ils chassaient en poursuivant leur proie jusqu'à ce qu'elles... Ils se sont effondrés d'épuisement. Ils ont survécu en étant plus obstinés que la mort elle-même. Ils consomment du poison pour ils injectent des maladies à leurs enfants. Ils s'exposent à des radiations qui liquéfient les cellules, la structure. La chambre était silencieuse. Tout le monde avait déjà vu ces preuves. Mais, mis bout à bout, ces éléments dressaient un tableau inquiétant. Ils sont bons maintenant. Ils choisissent d'être gentils. Mais que se passera-t-il ensuite? Et s'ils décident autrement? Que se passe-t-il lorsqu'une espèce aussi puissante, aussi dangereuse, décide de faire de la galaxie sa propriété? Un terrain de chasse? D'autres voix se sont fait entendre. Les espèces partageaient leurs peurs, leurs inquiétudes. Les humains étaient trop adaptables, trop agressifs, trop enclins au sacrifice, ce qui, paradoxalement, les rendait plus dangereux, et non moins. Finalement, c'est au tour de l'humanité de réagir. Sarah s'avança vers le quai. Elle regarda autour d'elle. Les centaines de visages qui la regardaient, la peur et l'espoir mêlés dans leurs expressions. « Tu as raison », dit-elle simplement. « À peu près tout. » La salle frémit de surprise. « Oui, nous avons évolué sur une planète mortelle. Oui, nous poursuivons des prédateurs. Oui, nous avons survécu grâce à notre obstination à ne pas mourir. » Vous avez exposé les faits avec exactitude. La voix de Sarah était forte, mais pas agressive. Mais vous avez omis le plus important. Elle a activé son propre affichage holographique. Elle montrait la Terre, mais pas la planète violente à laquelle il s'attendait. Elle montrait des villes, des musées d'art, des écoles, des hôpitaux, des parcs. Là où les enfants jouaient, nous étions presque le monstre que vous craignez, dit Sarah. En 1945, nous avons divisé l'atome. Nous avons construit des armes capables de détruire notre monde. Certains d'entre nous souhaitaient les utiliser. À la fin du XXe siècle, nous avons failli le détruire, nous-mêmes, par la cupidité et la guerre. Des images sont apparues. Nuages en forme de champignons, pollution, guerre, famine, le côté obscur de l'humanité, l'histoire. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes arrêtés. Nous avons regardé ce que nous devenions, et nous avons choisi autrement. Nous avons choisi de nous élever au-dessus de nos pires impulsions. Sarah a montré de nouvelles images. Les Nations Unies, l'Espace International Station, traité de paix, efforts de protection de l'environnement, scientifiques 2 des nations différentes qui collaborent.
Chaque jour, l'humanité fait un choix. Nous pourrions utiliser nos capacités pour conquête. Nous pourrions utiliser notre résilience pour dominer. Nous pourrions utiliser notre connaissance de la violence pour opprimer. Elle marqua une pause, mais nous choisissons de ne pas le faire. Ce choix, répété des milliards de fois par des milliards d'êtres humains, est ce qui nous définit. Un jeune délégué d'une espèce plus récente se leva. Sa voix était jeune et incertaine. Et si vous changiez d'avis? Et si un jour l'humanité décidait que la miséricorde est une faiblesse? Sarah le regarda droit dans les yeux. Alors vous faites comme nous. Vous ripostez. Vous survivez. Vous n'abandonnez jamais. La salle s'anima de bavardages confus. Ce n'était pas la réponse attendue. Sarah leva la main pour demander le silence. Nous ne voulons pas que vous ayez peur de nous. Nous voulons que vous soyez assez forts pour ne jamais avoir à avoir peur. Nous voulons vous transmettre ce que nous avons appris notre monde de mort. Non pas pour que vous ayez besoin de nous, mais pour que vous n'ayez jamais besoin de personne. Nous voulons faire de vous des survivants, vous aussi. Des documents classifiés de l'histoire humaine ont été exhumés. Des événements de quasi-extinction évités de justesse. Un effondrement climatique qui a été renversé au dernier moment. Des confrontations nucléaires qui se sont terminées par la paix plutôt que par l'annihilation. L'univers est dangereux. La vie est dangereuse. On ne peut rien y changer. Mais on peut y faire face ensemble. On peut s'apprendre les uns des autres. Protégeons-nous les uns les autres. Choisissons-nous plutôt que de céder à nos peurs. Sarah observa la pièce. Tu as demandé si tu pouvais nous faire confiance. Voici ma réponse. Faites-nous confiance pour faire le bon choix. Et si nous nous trompons, ayez confiance en vous. Vous saurez qu'il est assez fort pour arrêter nous. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Véric se leva. Le vieux Vélien avait-il été là depuis le premier contact? Il avait tout vu. J'observe l'humanité depuis 5 ans, dit-il. Je les ai vus. J'ai vu des gens subir des radiations pour sauver mon peuple. Je les ai vus s'infecter pour guérir les autres. Je les ai vus mourir au combat pour protéger des inconnus. Si cela n'est pas digne de confiance, alors la confiance ne vaut rien. D'autres voix se sont élevées dans l'accord étaient générales. Pas pour tous. Certaines espèces craignaient encore, mais beaucoup avaient vu ce que Vérélic avait vu. Les actions de l'humanité parlaient d'elles-mêmes, plus bruyants que leurs capacités. Le vote a duré 3 jours. Au final, l'humanité il obtint le statut de membre à part entière du Conseil galactique, ni en tant qu'observateur, ni en tant que membre subalterne partenaire sur un pied d'égalité. Mais le Conseil a également établi de nouveaux protocoles. Une formation à la survie serait proposée à toutes les espèces qui le souhaiteraient. Volontaire, sans obligation, mais l'option serait disponible. Ceux qui voulaient apprendre à devenir plus endurants, plus forts, plus résistants. Des équipes d'intervention d'urgence ont été formées avec des conseillers humains, non pas pour diriger, mais pour enseigner, partager les leçons que la Terre avait forcé l'humanité à apprendre. Ce soir-là, Sarah se tenait avec Relic en observation, sur le pont. En contrebas, le sommet bourdonnait d'activité. Des centaines d'espèces se côtoyaient. Des humains enseignaient aux extraterrestres, jeux terrestres. Des extraterrestres partageant leur art. Des enfants d'une 12aine d'espèces jouant ensemble sans peur. « Êtes-vous toujours là? Peur de nous ?» demanda Sarah d'une voix douce, terrifiée. Félic admit, ses tentacules, recroquevillées, pensive mais aussi reconnaissante. « Tu nous as rappelé que la survie ne se résume pas à cela. Il s'agit d'éviter la mort. Il s'agit de choisir pourquoi vivre. Et pourquoi vivez-vous? Pour la même chose que vous faites. Un avenir où nos enfants pourront jouer ensemble sans crainte. Il désigna les enfants en contrebas. Cela vaut la peine, se battre pour, vaut la peine de survivre. Sarah sourit. Alors nous avons fait le bon choix, tous ensemble. 50 ans plus tard, l'histoire allait relater la suite. L'humanité ne devint pas conquérante, mais enseignante. L'humanité n'a pas dominé la galaxie. Elle l'a soulevée. Les humains de Vélian le vaisseau conjoint. Persistance explora de nouveaux secteurs, repoussant les limites de l'espace connu. Lorsqu'ils rencontrèrent des ennemis pour cette espèce, ils ont d'abord proposé la paix, mais ils étaient également prêts à se défendre. Une telle rencontre a eu lieu aux confins de l'espace cartographié. Une espèce semblable au Caldrate menaçait l'équipe d'exploration. Partir ou affronter? Extermination. Transmis le capitaine hostile. L'équipage de la Persistance, un mélange d'humains 7, les extraterrestres se regardèrent.
Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient appris ensemble. Nous avons survécu ensemble. Le capitaine Torres, petit-fils de l'ingénieur de Kepler 7, répondit calmement « Nous sommes de Conseil galactique. Notre vaisseau amiral se nomme Persistance. Nous sommes ici en paix. Mais si vous choisissez la violence, vous devriez d'abord savoir quelque chose. Quoi donc? Nous avons appris de l'humanité. Nous avons appris à survivre. Nous avons appris à nous battre. Nous avons appris à être trop têtus pour mourir. Tu en as une chance de reconsidérer leur position. Les extraterrestres hostiles ont accédé aux bases de données du Conseil. Ils ont vu l'histoire de l'humanité. Les batailles, la survie face à l'impossible, une réputation qui s'était répandue à travers les étoiles. Mais ils virent aussi autre chose. Les maladies guéries, les catastrophes évitées, la paix choisie à maintes reprises plutôt que la guerre, le capitaine hostile nous y réfléchirons longuement. Ensuite, nous entendrons votre offre de paix. Sur le pont de la Persévérance, l'équipage se détendit. Personne n'était mort aujourd'hui, c'était une victoire. Le capitaine Torres sourit. Il avait les yeux de son grand-père. Premier contact réussi. Résolution pacifique réussie. Le vieux serait fier. De retour sur Terre dans une maison de retraite, Jake Torres regardait les informations. Il vit le visage de son petit-fils. Il vit l'équipe mixte d'humains et d'extraterrestres travailler ensemble. Il contempla l'avenir que sa génération avait bâti. « Pas mal, murmura-t-il. Pas mal du tout. » La galaxie avait appris point sa leçon. L'humanité était dangereuse, mais elle l'était comme un secouriste. Comme un médecin dangereux, comme est dangereux un ami qui reste à vos côtés quand tout s'écroule. Ils avaient la capacité de recourir à la violence, mais ils ont choisi la compassion. Ils avaient le pouvoir de dominer, mais ils ont choisi la coopération. Ils venaient d'un monde de mort, mais ils ont choisi d'apporter la vie. C'est ce qui a fait d'eux l'espèce la plus redoutée du monde, la galaxie. Ni leur force, ni leur obstination, ni leur capacité à survivre à tout. C'était leur choix, chaque jour. Pour être meilleurs que ce que leur nature exigeait. Et en choisissant d'être meilleurs, ils invitaient tous les autres à faire de même, faire le même choix. Voilà le véritable don de l'humanité à la galaxie. Pas les compétences de survie, ni les tactiques de combat, ni le savoir médical. C'était l'espoir. L'espoir que, même dans les moments les plus sombres, on puisse choisir d'apporter la lumière. L'espoir que, quel que soit le danger que représente l'univers, vous pouvez choisir de le rendre plus sûr. Espérons que, quoi qu'ait donné l'évolution, vous pouviez choisir ce que vous deveniez. La galaxie a regardé l'humanité et n'y a vu que des monstres. Mais en regardant de plus près, elle a examiné l'humanité de plus près. Et ils ont vu des héros, et ils ont réalisé que parfois la chose la plus effrayante dans l'univers n'est pas ce qui pourrait vous blesser. C'est ce qui pourrait vous inspirer à devenir meilleur que vous ne l'auriez jamais imaginé. L'héritage de l'humanité. Non pas la peur, mais l'espoir. Et la galaxie ne serait plus jamais la même.